Bonsoir. Des mesures sont prises pour la lutte contre la corruption dans nos aéroports. Et quelles sont ces dispositions et seront-elles vraiment efficaces sur le terrain? Eh bien, on en débat en début d'émission. Et ce soir, il sera question de dialogue social et de statut du travailleur ivoirien. Notre invité à cet effet est Soro Mamadou, il est secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, nous sommes mercredi et nous sommes très heureux d'être chez vous à la maison. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un vrai moment de bonheur pour nous de savoir que nous pouvons partager nos idées, nos réflexions et proposer des solutions pour faire avancer le schmilblick. Bonsoir Ayana. Bonsoir Brice. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Vous nous avez un peu manqué quand même, hein, quelques jours. Oui, quand même, c'est vrai. Vous on aussi. est content de vous retrouver. Tout autant. Les téléspectateurs et vos amis internautes. Oui. Qui sont très très fans des commentaires vous concernant, eh bien, seront très heureux de vous voir ce soir. Bah, tout à fait, j'ai reçu quelques questions. On me demandait pourquoi on me voyait plus souvent sur Live TV et tout ça. Je leur ai dit, vous ne regardez pas assez la chaîne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que même quand vous regardez, il y a toujours une petite image de Rihanna quelque part. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien et vous-même? Ça va très 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 bien, merci beaucoup. C'est mercredi, nous sommes très heureux. Surtout quand on sait que le week-end pointe son nez à l'horizon. Déjà? Ah ben on est en milieu de semaine. Enfin. Voilà. Alain Toussaint est en pleine méditation, en pleine concentration. Bonsoir Alain. Bonsoir, je fredonnais Bob Marley. Ah oui, c'est vrai. C'est le 11 mai. Nous sommes le 11 mai. Laquelle des chansons de Bob vous connaissez? Redemption Songs. C'est vrai. Our Pirates sur l'esclavage, C'est ça, etc. oui. À la C'est ça. guitare. C'est Belle C'est ça, c'est chanson. ça. No Woman No Cry, c'est tellement pour vous? Ah, Brice, arrête un peu avec tes clichés. Get là. Up Stand Up? C'est pas Get Up Stand Up. Je me disais, ouais, c'est vrai. Mais No Woman No Cry quand même. Bon, allez, No Woman No Cry pour Élisée. Oui, no, pour moi, oui. Oui, je suis d'accord avec. Très bien. Moi, je veux dire bonjour à messieurs, à des personnes très, 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 très sympas qui nous ont démontré que l'administration ivoirienne peut être courtoise, l'administration ivoirienne peut être efficace. Voilà. Et donc, ce soir, je tenais à leur dire bonsoir. Pourquoi vous souriez, Alain? Non, ben, c'est la courtoisie, j'apprécie. On est impatient en fait D'en savoir davantage. Voilà, d'en mais savoir bon, davantage, c'est tout. Comme il parle en code. Ouais. Messieurs doux, voilà. Allez-y. Alain, vous arrêtez. Je vais le faire en émission, en pleine émission. Petit débat, c'est parti. Des dispositions pour la lutte contre la corruption d'agents dans nos aéroports. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, j'ai sous les yeux une annonce qui est... Enfin, je vais la lire. Il est porté donc à l'attention des usagers, des passagers au départ et à l'arrivée et de leurs accompagnants qu'il est formellement interdit de donner des pourboires de quelque nature que ce soit aux agents dans les aéroports de Côte d'Ivoire. Élisée Bolougbe, qu'est-ce qui explique cette sortie? Ben, je dirais pas que j'ai fait le constat de moi-même sur le terrain, mais je suppose C'est un communiqué que d'Aéria. c'est ce que je dis. Aéria, c'est la société qui gère l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Donc, je suppose que si ce communiqué, cette annonce a été faite, c'est certainement parce que les faits, plus ou moins, ont été confirmés ou ont été avérés. Et donc, Aéria, qui gère tout l'espace aéroportuaire de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, a voulu, d'une main ou d'une autre, attirer l'attention des uns et des autres et puis prendre le taureau par les cornes. Pour ceux quand même qui sont déjà passés une fois à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, au passage, c'est quand même quelques faits qu'on a souvent constatés. Des pourboires souvent qui sont donnés de façon délibérée par des passagers, mais parfois aussi qui sont réclamés. Voilà, qui sont réclamés par soit des agents, soit des jeunes gens, des porteurs, vraiment des gens qui exercent sur la plateforme aéroportuaire. C'est gênant en fait, c'est vraiment gênant. Je trouve que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas très intéressant. Et comme je le dis, si Aéria... C'est vrai que ce n'est pas lié qu'à la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ce que je dis. Si Aéria a fait ce communiqué, c'est certainement parce qu'il y a des faits qui en valaient la peine. Mais je crois que déjà avant, le commissaire du gouvernement avait déjà
attirer l'attention, attirer la C'est situation. ça. À travers un communiqué qu'on avait d'ailleurs commenté sur ce plateau, on avait parlé du fait que l'aéroport, c'était quand même une vitrine importante. C'est vraiment le lieu où on rentre et on sort du pays. Donc tous les étrangers peuvent se faire déjà une image de ce que c'est que la Côte d'Ivoire à travers la première impression qu'ils reçoivent à leur arrivée. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est très bien qu'on lise cette interdiction parce que vous me direz quelque part, les pourboires, c'est quelque chose de normal dans certains contextes, mais quand on se retrouve dans un contexte où on parle de raquettes et de corruption, on n'arrive plus vraiment à faire la différence entre un pourboire et un acte de corruption ou de raquette. Donc dans ces moments-là, pour soigner, pour freiner l'épidémie et pouvoir soigner le mal, on prend des dispositions et on prend des mesures comme celle-ci qui peuvent paraître drastiques. Alain Toussaint, on parle de pourboire dans un restaurant, on parle de pourboire dans un maquis ou dans les transports, encore dans les transports en commun, mais de pourboire à l'aéroport quand même. Oui, en fait, moi, j'ai du mal à comprendre en fait ce communiqué parce que le passager qui arrive est un homme libre ou une femme libre. On ne peut pas lui interdire de poser un acte de générosité. Il lui fallu écrire qu'il est interdit aux agents d'accepter ou de réclamer des pourboires. Là, vous avez plus l'impression que cette interdiction, elle est même destinée plus aux passagers qu'aux personnes qui... Oui, voilà, moi, vraiment, on en avait déjà parlé, et je trouve toujours troublant cette façon de procéder qui consiste à ne pas traiter l'origine. Mais ce sont les agents qui sont sous ordre aérien, c'est à ceux-là qu'il faut imposer des règles. Non, mais dans le premier communiqué du qu'on avait commenté, je crois qu'ils avaient justement donné cette interdiction à leurs agents d'accepter en contrepartie de quoi que... Mais en tout cas, là, il y a une mauvaise communication. Une forme d'argent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de corruption, on a deux acteurs de la corruption. On a celui qui corrompt et celui qui est corrompu. Mais là, en l'occurrence, ce communiqué, il est très clair. Il est porté à l'attention un communiqué à l'attention des usagers. C'est ça. Des usagers, des passagers, au départ à l'arrivée. Et la difficulté, là, pour vous rejoindre, c'est toute violation de cette interdiction expose mais ce qu'on ne lit pas dans ce courrier, c'est qu'il faut voir entre les lignes. C'est une façon d'appeler les usagers et les passagers dans un contexte particulier à s'associer à cette forme de sensibilisation et de lutte contre la corruption. C'est-à-dire ceux qui sont liés de manière contractuelle à Aéria, ce sont les agents mis en mission par l'État. Agents, c'est les forces de l'ordre ou bien les civils, parce que là, c'est assez vague quand même comme notion. En tout cas, selon ma compréhension, ça peut peut-être concerner le bagagiste qui aide et à qui on donne un pourboire. Quand il nous aide à sortir de l'aéroport, on lui remet quelque chose. Est-ce que ça, c'est un fait de corruption? Ou bien quand il nous dit, monsieur, restez à côté avec votre passeport, je vais m'occuper du tapis roulant pour sortir vos affaires, je lui remets quelque chose, est-ce que c'est de la corruption? Maintenant, s'il s'agit des agents de police, à ceux-là, il faut notifier clairement et pas voir d'abord par note interne et ensuite par communiqué de presse qu'il est interdit aux agents en poste à l'aéroport de réclamer, de toucher quelques pourboires, d'accepter quelques pourboires que ce soit. Ça, c'est la norme dans un contexte... c'est la loi. Non, la norme, c'est la loi, on est d'accord. Mais là, on est dans un contexte de lutte contre la corruption. Quand on a essayé de sensibiliser ces agents et que ça ne marche pas, quand on sait que les responsabilités sont partagées dans un acte de corruption, on essaie également de sensibiliser ceux qui sont aussi concernés par cet acte de corruption. Donc, ça veut dire, par exemple, que sur la route, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux chauffeurs de ne pas donner ou aux policiers de ne pas réclamer. Mais ça ferait du sens. Mais en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que naturellement, il est demandé aux agents de ne ni réclamer ni accepter. Mais donc, il faut le faire à l'aéroport. Naturellement. Non, pas naturellement. Mais il faut dans le communiqué qu'on avait lu, ce que j'essaie d'expliquer à Alain, c'est que dans le tout premier communiqué, ça avait été déjà demandé aux agents. Non, mais j'ai compris, mais celui-là, non, je pense que Aéria est lié contractuellement à ces agents et c'est à ces personnes-là que cette compagnie doit imposer des règles, des normes. Ce n'est pas... Ces règles existent, ces normes existent. Oui, mais leur demander de les respecter. Mais il faut aller au-delà. C'est pas aux touristes de faire. Moi, je crois que la communication est en deux sens. Je reste pertinemment convaincu, et ça a été même des notes, parce que je me suis renseigné aussi auprès de certains agents qui sont sur la plateforme aéroportuaire. Il y a une note d'information qui est sortie à l'endroit de ceux qui travaillent sur la zone aéroportuaire, où on leur a dit qu'il est strictement interdit. Donc il faut la rendre publique. Non, attends, je viens. Il faut la rendre publique. Maintenant, quand on finit de faire cette note pour les agents, on estime que, parce qu'en fait, je dis la frontière
entre le pouvoir donné délibérément et le pouvoir réclamé est tellement mince qu'il est difficile de pouvoir distinguer un pouvoir qui est donné délibérément d'un pouvoir qui est réclamé. Moi, je prends un exemple. Je vais dans une salle d'eau. J'arrive à l'aéroport. Je finis de faire ce que je dois faire. Je sors de la salle d'eau. Celui qui nettoie la salle d'eau est assis devant. Bon voyage, patron. Mais tes petits sont là. Je suis libre de partir. Mais déjà, le fait qu'il m'ait interpellé, ça peut me dire, ah bon, de toute façon, il est là et c'est lui qui nettoie là où on est et tout ça. Je peux essayer de faire un geste. Donc, quand on voit ça, on voit que la frontière, comme je le dis, entre donner le pouvoir de façon délibérée et le pouvoir réclamé est tellement mince qu'eux, ils prennent sur eux la responsabilité de dire, vous qui êtes les passagers et usagers, désormais, aucun pouvoir n'est donné. Que le fait de donner un pouvoir devient illégal. Alors, je pense que c'est pour éviter justement qu'on reste dans cette... Justement, la question que certains internautes se sont posés sur la question, sur le point que vous évoquez, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de donner de l'argent délibérément, on va prendre le cas du fait que vous pensez le faire délibérément à quelqu'un qui nettoie, est-ce que c'est un cas de corruption? Non, ce n'est pas un cas de corruption, c'est un geste. Mais derrière, ce que j'essaie de vous faire comprendre et que vous ne semblez pas entendre, c'est qu'on est dans un contexte particulier de lutte contre la corruption. Et toutes les mesures qui sont prises... Mais c'est la question justement que je pose. Non, toutes les mesures qui sont prises à l'endroit des agents même ne sont pas respectées par ces agents. Donc aujourd'hui, on interpelle les autres acteurs qui font partie aussi de cette chaîne de corruption. Et on est bien d'accord qu'il y a des cas de corruption comme il y a des cas de non-corruption. Mais comme il l'explique, la ligne est très fine. Et aujourd'hui, pour optimiser cette lutte dans laquelle on prend des mesures qui peuvent paraître pour certains plus drastiques, mais qui vont permettre d'au moins mieux regarder ou mieux porter l'œil sur ces actions. À quel moment on parle de corruption? Oui, je vais revenir dessus. Mais je veux déjà prendre le cas spécifique de cette annonce-là où on demande de ne pas donner de pouvoir. Vous voyez, en fait, tout est régi par une question de loi. Là, l'agence qui gère la situation, la plateforme aéroportuaire, c'est aussi son droit d'établir un certain nombre de règles parce qu'elle estime à cet instant précis-là que ça va contribuer au bon fonctionnement. L'aéroport doit être certifié, l'aéroport a été certifié. Il y a plusieurs certifications. L'aéroport aujourd'hui décide d'être un aéroport sûr. Donc Aéria qui gère... Ça n'a absolument rien à voir avec ça a quelque chose à voir. Parce que moi j'ai été dans un aéroport. Moi j'étais à l'aéroport au Maroc. Pas du tout. Aux États-Unis, moi je vais à Washington. Ou bien je descends à Baltimore ou à je sais pas... À JFK. Voilà. Oui. Bon, ça c'est à New York. Oui. Y a des bagagistes aussi, hein, ça existe. Je peux donner un pourboire, c'est pas de la corruption. Mais on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les aéroports, c'est on n'a pas les mêmes réalités, ça fonctionne. On vous laisse terminer pour comprendre votre idée. Voilà. Donc, l'agence qui a la responsabilité de la gestion de la plateforme aéroportuaire décide que pour le bon fonctionnement de son aéroport, qu'elle gère et tout ça, établit un certain nombre de règles. C'est son droit le plus absolu. C'est comme on a Live TV aujourd'hui. On dit pour intégrer Live TV, voilà une norme. Ça peut ne pas te plaire, mais c'est la règle qu'on a établie parce que c'est nous qui gérons en ce moment précis. Donc elle dit que désormais, là, le fait de donner un pouvoir est illégal, de ne plus le faire. Mais on ne le fait plus. Bon. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être généreux. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être généreux. Mais là, sur la surface aéroportuaire, plus jamais de pouvoir. Et moi, je trouve que c'est des mesures qu'on prend pour anticiper sur la corruption. Et là, j'ai dit tout à l'heure, non, je finis. J'ai dit tout à l'heure que la frontière, je le répète, entre le pouvoir donné de façon délibérée et le pouvoir demandé est tellement mince qu'il est difficile de pouvoir distinguer. Moi vous voyez... Par qui a du mal à distinguer? Non. Vous-même vous-même, ceux qui sont à côté, ceux qui regardent, ceux qui dans la lutte contre cette corruption. Comment je viens que je vois quelqu'un qui est en train de remettre de l'argent à quelqu'un? Comment je sais que c'est un pouvoir qui a été réclamé ou bien comment je sais que c'est un pouvoir délibéré? Je ne peux pas savoir. Mais quand on vous réclame quelque chose, vous êtes obligé de donner. Non, je pose une question. Tu ne veux pas répondre à la question par la question. Je te pose une question. Quand je viens ou quand je suis de passage et que je vois quelqu'un qui est en train de remettre de l'argent à quelqu'un, à quel moment moi je sais qu'il a réclamé ou bien c'est un pouvoir donné délibérément? Mais c'est un acte délibéré personnel. Non, je ne peux pas savoir. Tout à l'heure, Élisée parlait de la dame Pipi ou du monsieur Pipi qui était aux toilettes de l'aéroport, mais ça c'est partout dans le monde entier. La dame Pipi, vous allez dans un aéroport, il y a une dame qui assure l'entretien, qui est là, avec une corbeille, et on est libre de poser quelque chose. Et ça se fait à Paris. Moi, j'avais vu ça à Charles de Gaulle. Voilà, et on le fait. Il n'y a pas que dans les aéroports. Non, Rihanna, laisse-moi terminer. Oui, termine. Moi, ce qui me gêne avec ce énième communiqué de cette société, c'est l'obsession du cosmétique. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas les problèmes dans le fond. Parce qu'au-delà des pourboires, entre guillemets, il y a la question salariale, il y a les conditions de vie, etc. Ce qui peut entraîner les gens, les enfermer dans des pratiques qui sont forcément contre des règles qu'on accepterait.
Je dis simplement que là, il y a un problème de communication. Parce qu'ils auraient pu rappeler ce qu'ils ont déjà indiqué il y a quelques mois, en disant, bon, nous avons demandé à nos agents de ne plus réclamer ou accepter de pourboire. De la même façon, nous invitons, sans allusion coercitive, nous invitons les passagers à ne pas entretenir, etc. Enfin, s'ils le veulent. Ça ne suffirait pas. Mais et encore, je pense que... Ça a été déjà fait maintes fois. Je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'on parle de corruption. Ce n'est pas la première fois qu'on s'engage dans des luttes contre la corruption. Ce que j'ai envie de dire, on donne des exemples. Ça veut dire qu'on accepte la défaite d'avoir pas pu réussir. Mais on l'accepte, mais on ne se limite pas à l'accepter. On sensibilise les acteurs secondaires de la corruption également. C'est ce que je suis en train de dire. On parle de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays. Mais bien sûr que donner un pourboire, c'est naturel. Donner un pourboire, il n'y a rien de... Même ici, je veux dire, c'est pas donne. commettre un crime. C'est culturel dans plusieurs sociétés. On part au restaurant, on laisse un petit pourboire. Quelqu'un vient nous nettoyer quelque chose, on laisse un petit pourboire. Je ne parle pas de ça. Mais je dis qu'il faut prendre les choses dans leur contexte. Après, pardonnez-moi, Rayana, mais après, il faut expliquer, pour parler de contexte, il faut expliquer un peu dans quel contexte ça arrive en même temps. À un moment donné, de nombreux usagers se sont plaints. Il y a eu de nombreuses plaintes, justement. C'est ça. Mais c'est dans cela qu'il faut dire les mots. Parce qu'ils se sont engagés dans la lutte contre la corruption dans cette zone particulière. C'était depuis, je pense, le début de l'année, parce que c'est là qu'on avait commenté le dernier communiqué. Mais c'est pour une raison, c'est parce qu'il y a eu un problème. Et donc c'est face à ce contexte qu'on prend certaines dispositions. Et si ça ne marche pas, on renforce. Mais il faut s'adresser aux agents de Mais Aéria. ils l'ont fait, monsieur Toussaint. Je lis un internaute là qui nous dit que, écoutez, vous parlez de l'aéroport, mais dans toutes les entrées, de toutes les frontières, il y a ces mêmes raquettes. Voilà. Mais est-ce qu'on interdit aux gens, par exemple, de donner de l'argent Voilà, donc il faut demander aux agents, c'est-à-dire ceux qui sont en mission au nom de Aéria, au nom de l'État, de ne plus exiger, réclamer. Mais ça fait combien de temps qu'on demande aux agents qui sont même sur la route et tout ça de ne pas réclamer de l'argent? Oui, mais s'ils ne le font pas, mais on invite également les acteurs secondaires. Pourquoi on ferme les yeux sur les acteurs secondaires de la corruption? Je pense qu'il faut arrêter de faire des actes. Je veux dire, c'est eux, c'est nous, c'est je trouve que c'est pas nécessaire de se répandre. Ceux qui posent la question de savoir pourquoi on doit n'étant pas, c'est pas de ça qu'il s'agit. Chaque situation mérite d'être traité de façon spécifique. Là, c'est la question de l'aéroport. Parce qu'on estimait à un certain moment qu'à l'aéroport, il y avait beaucoup de raquettes. Et pour lutter contre les actes de corruption à l'aéroport, des dispositions ont été prises. Le commissaire du gouvernement m'a fait un communiqué qui s'adresse bien évidemment aux agents des forces de l'ordre et de défense parce que c'est une sa responsabilité. On poursuit et on dit désormais les pourboires et autres sont interdits. Mais moi, je me dis que c'est une conséquence de cause que ces dispositions sont prises. Je veux juste... le mal il n'y a aucun mal à s'interroger. Non, je n'ai pas dit de s'interroger. C'est pour le mal. C'est même des sens philosophiques, je pense, donc je suis. Donc c'est la base de notre existence. Non, je n'ai pas dit de s'interroger. Je dis, je ne vois pas le mal à contester, en fait. Je vais terminer. Je vais vous poser une question. C'est Brice qui distribue la parole, mais je vais vous poser une question. Pourquoi les personnes donnent-elles des pourboires à ces agents? Maintenant, je vous pose la... Maintenant, je vais vous... Non, répondez-moi. Pourquoi? Selon vous, c'est pourquoi ces personnes-là donnent-elles de l'argent? Pourquoi donnent de l'argent? En échange de quel service ou bien en échange de quoi? Ça peut être un acte de gratitude, de reconnaissance, un acte d'aide. Souvent, c'est même pas pour un service. Souvent, c'est pas ça le débat. Souvent, on te demande de donner de l'argent. Ouvertement. Chef, donnez-moi quelque chose. Ils te le disent ouvertement. Parce que tu viens d'arriver. Pas en échange d'un service. Non, pas forcément en échange d'un service. Tu te le demandes ouvertement. Je pense qu'Alain s'arrête vraiment sur le communiqué. Moi, je pense qu'il faut repartir à ce qui a été à la base de ce communiqué. Oui, c'est mal fait, mais l'idée derrière, je veux dire... Il ne s'agit pas d'aligner des mots pour dire on veut ceci, on veut cela. On n'a rien à me demander si je vais à l'aéroport. Si je veux donner... Non, vous allez terminer, mais si je veux donner un pourboire à quelqu'un qui m'a aidé à transporter mes bagages, encore que je le fais moi-même. Alain, c'est ce que je dis. Vous vous arrêtez sur la question du pourboire. Vous vous arrêtez sur la question du pourboire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on interdit les pourboires? Parce qu'on a eu des actes de raquette. Et mais ça n'a rien à voir, le raquette et le pourboire. Écoutez-moi, faire la différence entre un acte de raquette et donner un pourboire, c'est super difficile. C'est très subjectif. Oui, mais c'est différent. Un racket et puis c'est différent, mais c'est difficile à distinguer lorsqu'on est dans une lutte contre la corruption. Et donc, on prend des dispositions spécifiques dans un contexte spécifique. Il faut qu'ils réécrivent leur texte. Maintenant, Alain, s'il te plaît, moi, je pose une question. Il m'a posé une question. Non, il va répondre à la question. Oui, je pensais que vous ne voulez pas y répondre. Non, j'avais répondu. J'ai répondu à votre question. Suffisamment, allez-y. Non, maintenant, je vous pose la question. Quand vous arrivez à l'aéroport,
et que vous voyez un monsieur qui est en train de remettre de l'argent à un agent à l'aéroport, comment vous distinguez que c'est un pourboire ou bien c'est un racket? Comment vous distinguez? Vous avez des éléments de distinction? Non, mais attendez, d'abord, je vais vous répondre tranquillement. Il remet de l'argent à un agent, je ne sais pas quelle est la source de la transaction, pourquoi il lui remet, donc ce n'est pas mon affaire. Voilà. C'est Donc tout. comme c'est Ce n'est pas pas mon C'est problème. Vous ne ce savez qui pas. amène Voilà. Aéria à ce demander n'est pas mon aux problème. passagers de ne pas... Non, ce n'est pas mon problème, je peux regarder, mais ce n'est pas mon problème dès lors que je ne sais pas pourquoi il lui donne ou bien pourquoi l'autre reçoit. Ça, ce n'est pas mon problème. Qu'il refasse le texte et qu'il nous dise exactement ce qu'il faut faire. Bon, alors, Voilà, attends qu'il refasse le test. Attends qu'il refasse le test, il faut pas donner le Pour pouvoir. l'instant, Tu traverses l'aéroport tranquillement sans donner le pouvoir. Du Alex, c'est de l'ex. Exact. Bon, Mais bon, alors, réforme, là, attends, y a pas dit. je rappelle donc à toutes fins utiles qu'il est porté à la connaissance des usagers et des passagers, à l'intuition, au départ et à l'arrivée de leurs accompagnants, qu'il est formellement interdit de donner des pourboires de quelque nature que ce soit aux agents dans les aéroports de Côte d'Ivoire. On passe à autre chose. Mais les agents peuvent réclamer. Les jours comme ça, la mauvaise foi fait partie du plateau. Notre lu et entendu émane du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Bon, vous allez sourire. Appelez le 143 pour dénoncer, tiens, Alain Toussaint, le non-respect de ce prix. Désormais, la poche de sang est à 3 000 francs CFA au public comme au privé. Ben écoutez, C'est à croire que... je n'ai pas fait le jeu de mots, mais je disais que mon sang a fait un tour quand j'ai vu qu'il y en a qui ne respectaient pas le prix officiel. Mais bon, je pense que à force de communication, on va y arriver. Il faut que les gens comprennent que c'est un acte de solidarité que le gouvernement a voulu poser en imposant un prix unique de la poche de sang. Donc il faudrait qu'on cesse de faire du commerce sur des choses qui touchent à la vie. C'est Oui. quand même important. Et au-delà de l'acte de solidarité, on sait qu'il y a eu pas mal de déficits, il y a eu pas mal d'insuffisances en termes, dans la nécessité même de sang pour couvrir en tout cas les besoins qui étaient estimés par an. Donc c'est une manière en tout cas d'éviter des sortes de corruption, encore une fois, des sortes de corruption ou de spéculation sur le prix du sang qui empêcherait certaines personnes de pouvoir se procurer du sang quand elles en ont besoin. Et c'est vrai qu'il y a bon, on ne peut pas malheureusement pas évoquer de faits, mais il y a eu pas mal de réseaux, de plaintes qui se créent autour de la commercialisation même de poches de sang. Donc je pense que l'idée c'est de vraiment réguler ce problème, de régler ce problème, réguler, j'ai envie de dire, la distribution des poches de sang et bien sûr l'acte de solidarité dont Et surtout, j'ai envie de dire, de tuer ce commerce parallèle-là. C'est ça. Oui, c'est surtout important. ça. En tout cas, ça, surtout ça. c'est une initiative vraiment qui a salué. Ça, il faut le dire, le gouvernement, en prenant cette décision-là, d'uniformiser les prix de la poche de sang aussi bien au public qu'au privé. C'est vraiment une initiative louable, une initiative à saluer, mais encore bien plus quand on fait ces genres de panneaux de 12 mètres partout un peu à Abidjan, moi je trouve que c'est déjà très bien. C'est bien parce que très souvent les communiqués, parfois malheureusement les communiqués des conseils des ministres, des décisions prises par le gouvernement passent à la trappe en fait. Donc très souvent les gens ne suivent pas. Donc quand Et les petits malins utilisent donc ce... Voilà, donc quand on a de gros panneaux comme ça, vraiment pour nous-mêmes qui portons des verres, on les voit très bien, on arrive à lire. Donc ça veut dire que c'est déjà une très bonne chose. C'est une très bonne... Maintenant, l'une des choses peut-être où il faut pousser encore la lutte, c'est souvent ces agents un peu véreux. C'est vrai, peut-être vont maintenir le prix, mais vont créer une certaine pénurie factice. Une pénurie factice dans la perspective de créer une certaine surenchère. Donc ça aussi, il va falloir peut-être qu'à ce niveau-là, vraiment, il y ait des contrôles beaucoup plus stricts. J'explique, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris votre démarche. Alors, à un moment, vous avez besoin de sang. C'est ça. Vous allez dans un établissement, ils vous disent qu'on n'a pas de sang. Mais on connaît quelqu'un, on connaît une situation qui peut vous permettre d'avoir du sang, mais cette personne-là... Mais finalement, ça ne sera pas 3 000, tu seras obligé de payer 8 000 ou 10 000. Mais justement, dans ce cas-là, je pense qu'ils ont donné des numéros verts pour recevoir toutes les plaintes et pour dénoncer, permettez-moi à ce moment d'avoir ces un actions. peu d'imaginer une personne dans une situation où elle a besoin de sang. C'est ça. Le premier réflexe que tu as quand tu as un malade, tu vas chercher du sang et qu'il n'y a pas de sang, ton premier réflexe, c'est d'avoir du sang. Voilà, quels que soient les moyens de d'accord. procurer le sang. Ouais, Donc, quand on te dit déjà, il y a une possibilité d'avoir, même si ce n'est pas au prix, tu es déjà sensible à ça. C'est ça. Ton premier réflexe, ce n'est pas d'appeler pour dénoncer. Le 143. Non, tu vas chercher déjà à payer la poche de sang à 10 000, régler le problème de ton... Et puis maintenant, peut-être demain ou après-demain ou dans plusieurs jours, bon, moi, la dernière fois, je devais payer 3 000, on avait payé 10 000. Mais ça, c'est déjà passé. Tu le fais, tu ne peux pas, justement. Donc, vraiment, là, il y a aussi ces efforts-là qu'il faut que
On essaie... On parlait tout à l'heure des Au niveau sensibilisations. de la population, qu'on dans soit la lutte contre la solidaire, corruption. tous, Il y a quoi. une autre forme de corruption là, mais c'est surtout, on appelle à la responsabilité, responsabilité de tous ces au sens acteurs-là, civique, au c'est sens ça. moral. Parce qu'on parle de sang quand même. C'est un appel au sens moral quand même. Et Ali a dit quelque chose de fondamental qui pour moi est important, la solidarité. Il faut vraiment que sur les aspects qui concernent la vie, comme le sang par La exemple, santé. on soit vraiment beaucoup solidaire. On soit beaucoup solidaire et qu'on ne cherche pas forcément à se faire une manne financière sur ces questions-là qui émanent vraiment de la vie, quoi. Bon, en même temps, tout ça arrive parce que effectivement, il y a une pénurie de sang dans nos banques de sang. Et donc, c'est pour nous une occasion formidable, hein, j'ai envie de dire, que ce soit une occasion d'inviter les uns et les autres à continuer à donner du sang, donc Devenir à des donneurs. nous inviter voilà, Oui. à être donneurs de Mais sang. comment on peut aussi répondre à ces spéculations? Est-ce qu'il ne faut pas créer des points uniques, notamment au sein des hôpitaux, ou des points de dépôt agréés où on pourrait trouver, parce que la poche de sang, c'est quand même pas une marchandise ordinaire. Qu'on peut trouver dans Voilà, les- donc il faudrait peut-être voir comment on réorganise le circuit de Ils ont distribution. une banque de sang. Oui, voilà, en disant, bon, c'est à l'hôpital qu'on peut aller se En fait, il y a procurer une la banque de poche sang, mais sang. le problème qui soulève se pose justement dans la distribution. Oui, Il mais faudrait il ne faut pas que avoir ce soit plus de n'importe qui, proximité voilà, de ça. façon agréée, en fait. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, on va retenir cette proposition-là de M. Alain Toussaint. C'est-à-dire que vous n'êtes pas toujours dans... Non, on construit. Un débat, il est toujours C'est constructif. ça. Même la critique qu'on émet, parce que les gens ont le sentiment C'est vrai. qu'on voit tout en noir. Il n'y a pas de... Mais c'est la critique qui permet de se corriger, voilà, d'avancer, des d'améliorer dualités. les choses, effectivement. Voilà, on veut qu'il y ait de la transparence, Bien que sûr. les gens soient professionnels dans ce qu'ils font, surtout quand ils font de la communication sociale et publique, que les mots soient clairs, parce que chaque mot a un sens. Donc là, sur la poche de sang, ben, moi, je suis un peu surpris qu'on puisse le trouver n'importe où. Voilà, il faut que ce soit dans des cliniques agréées, dans des hôpitaux, pour qu'on puisse vraiment tracer aussi ces poches de sang-là. Vous voyez, il y a quand même d'autres enjeux que l'enjeu financier. c'est C'est ça. la traçabilité. Parce qu'après, on peut vendre n'importe quoi. Ouais. Du sang de cheval, du sang de machin, etc. Non, mais Je pense qu'on Du n'en sang est pas infecté, il y a eu encore des- là. voilà, du sang scandales. Oui, infecté. il y a eu des Voilà, cas, donc au effectivement. moins qu'on ait la poche de sang qui a un code barre, on sait que s'il y a un souci avec le malade, on peut le scanner et savoir qu'il a été acheté à tel endroit, auprès de tel dépositaire, etc. Donc il y a quand même d'autres enjeux. On est à l'heure des technologies, donc on peut les mettre voilà, en œuvre. Vous souvenez-vous du scandale de corruption d'un élu qui avait reçu des costumes? Oui, Fillon. Fillon. Oui, voilà, le pauvre, il a explosé en vol au moment des élections, c'est dommage. Je l'aimais bien. C'est un pourboire. Oui, c'était un gros pourboire là. On va à la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Hein. Merci d'être toujours en notre compagnie, de nous regarder partout en Côte d'Ivoire, hors de Côte d'Ivoire, et également sur nos pages des réseaux sociaux. Oui, pour différentes interpellations, parce que certains internautes ont témoigné avoir été, eux, harcelés, rackettés. Février 2022. En février 2022, la précision est de taille. Voilà. Donc Donc ça s'est produit juste après le communiqué qu'on avait commenté sur le D'interdiction. plateau. Quelqu'un Voilà. disait même avoir été, il y a quelques semaines seulement, il y a quelques jours seulement, avoir été victime de raquettes. Et donc, pour dire qu'il y a vraiment une mesure à prendre. Et on espère que celle-là va permettre de Mais mettre je crois fin. que vous avez un petit mot à l'endroit de l'administration fiscale. Apparemment, que vous appréciez beaucoup, Brice. Absolument. Oui, justement, je voulais juste dire que j'ai été très fier de l'administration. Au niveau de la direction générale des impôts, voilà, où Précision des tailles. des missions fait honneur à cette direction générale, monsieur Dipo est doux. Bon, il n'y a pas dans les détails, mais Brice fait partie des 1200 millionnaires en dollars de la Côte d'Ivoire. Donc, Ah bon, hein? voilà, c'est l'impôt sur la fortune, il est allé payer. On lui a fait un rabais, donc il fallait qu'il le dise à l'antenne. Ben, Recevons notre invité. Monsieur Soro Mamadou nous a rejoint sur ce plateau. Il est le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Bonsoir, monsieur Soro. Respect à vous et mes hommages. Bonne fête du travail. On est dans le mois de mai. merci. Merci beaucoup. merci. Et justement, à propos de cette fête du travail, le 1er mai 2022, une occasion pour vous, en qualité de secrétaire général de la centrale donc humaniste, je le disais, de soulever des préoccupations de vos syndiqués. État des lieux des travailleurs ivoiriens aujourd'hui. On va commencer par ça, selon vous, monsieur Soro. L'état des lieux, non, on peut dire qu'il y a une évolution, mais vous savez que la Covid est passée par là, qui avait fragilisé un peu le marché de l'emploi. Mais je pense qu'il faut saluer toutes les populations ivoiriennes qui ont fait preuve de résilience
et qui ont su répondre à ce défi. Malheureusement, encore, il se pointe autour de nous des poches de recul démocratique qui mettent en difficulté effectivement la migration des populations, qui mettent en difficulté le marché de l'emploi. Et aussi cette crise internationale qui se pointe aussi, qui va effectivement aller vers une crise alimentaire, une crise en matière de distribution des biens et services. Et donc, c'est de nous appeler à la résilience permanente et dire qu'aujourd'hui, au niveau donc, de l'évolution de la question de l'emploi, certes, il y a une légère amélioration, mais on note qu'avec toutes ces différentes crises, la situation est un peu stagnante. Mais en matière de législation du travail, tous les instruments juridiques sont mis en place. Simplement, ce que nous pouvons souhaiter, c'est que les décrets annexes au code de 2015 que nous avons travaillé, ces décrets puissent être pris pour que effectivement le dispositif de ce décret, de cette loi portant code du travail puisse être complet pour sa meilleure application. Alors, de façon plus concrète, qu'est-ce que vous attendez vraiment? Quelles ont été les grandes lignes de vos revendications? Oui, bon, il y a d'abord des revendications qui structurent le dialogue social. Et c'est pourquoi, pour notre part, nous avons souhaité que le dialogue social commence par les pairs. Et donc, nous avons souhaité que dans ce cadre, qu'il y ait la création d'une institution consulaire qui sera appelée la Maison du Travailleur, qui allait effectivement faire toutes les levées statistiques, qui allait mener des enquêtes d'opinion, des enquêtes de sondage, mais surtout aussi des recherches scientifiques et conduire des réflexions d'experts qui vont effectivement mettre à disposition une bibliothèque d'informations, mais en même temps aussi apporter des solutions et faire le dialogue social par les pairs pour renforcer les capacités, renforcer les compétences et surtout niveler les préoccupations qui sont... Est-ce que vous avez l'impression que toutes les préoccupations allaient un peu chacune dans le sens, chacun tirait le trait? Est-ce que c'est l'unité syndicale? Vous savez que nous avons hérité aussi d'une période un peu néocoloniale concernant donc l'organisation des syndicats. Et donc de la même manière qu'il y a une multiplicité de partis politiques, il y a aussi une multiplicité d'organisations syndicales libres d'opinion, mais surtout bénéficiant de l'instrument que nous-mêmes nous sommes donnés, qui est l'Organisation internationale du travail qui consacre la liberté de création et d'organisation. Cela, bon, autorise selon la philosophie des uns et des autres de pouvoir aller à la création. Mais ça devait être bien pour le travailleur, normalement, de dire qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'idées autour de ces conditions. Sauf que si vous dénoncez ça, ça veut dire qu'il y a... Non, je veux dire que la multiplicité des organisations syndicales entraîne une fragmentation, une dichotomisation. Et la dichotomisation fragilise, puisque la voix n'est plus uniforme. Et donc il n'y a pas d'unité. L'unité syndicale, c'est une vue de l'esprit. Est-ce que vous parlez, est-ce que vous avez des lignes communes? Si, forcément, puisque, en tout cas, pour les 5 grandes centrales en Côte d'Ivoire, nous avons créé une grande intersyndicale. Et sur toutes les thématiques, nous mettons des intersyndicales sectorielles. Donc aujourd'hui, on avait dit les 13 grandes thématiques que nous abordons, il y a 13 intersyndicales thématiques et nous les abordons ensemble. Alors, d'un mot rapidement, tout à l'heure, vous parliez de la Maison du Travailleur. Pourquoi chaque syndicat ne créerait-il pas à son sein un service de statistique pour relever les données, etc., et quitte à les partager après, parce que là, vous pouvez, vous revendiquer quelque chose qui ne verra peut-être pas le jour et qui va encore créer de la discorde avec le gouvernement. Non, soyons positifs, et c'est un projet structurant. Il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, dans le cadre du dialogue social, les revendications, lorsqu'elles sont faites, l'incompréhension du fait de la multiplicité des organisations amène à faire un travail préalable avant de se présenter devant les pouvoirs publics ou les employeurs. Et cette nécessité nous amène à créer un cadre commun qui serait reconnu par tous. Et c'est ce cadre-là qui est vraiment la Maison du Travailleur. Mais donc, créez-le. Maintenant, quand vous dites, par exemple, que chacun puisse faire, c'est ce qui est fait. Mais c'est ce qui est fait en même temps que nous allons, peut-être les informations vont se chevaucher, en matière d'information sur les travailleurs, mais en même temps aussi, il y en a que nous n'arrivons pas à capter parce que nous ne sommes pas donc oints par une puissance qui nous indique comme telle. Je prends un exemple simple du Code du travail. Il est dit que
l'inspection du travail doit relever tous les cas de licenciement. Mais ici, les licenciements dont l'employeur a l'obligation de faire la déclaration, ce sont les travailleurs protégés, les 5 secrétaires généraux adjoints et les délégués du personnel. Tous les autres travailleurs qui sont licenciés ne sont pas répertoriés. Et vous voyez que cette maison vient à point nommé. Deuxièmement, aujourd'hui, quelle est la politique nationale d'accompagnement des travailleurs? On dira que c'est le Fonds de développement professionnel, le FDFP. Oui, mais vous voyez que toutes les entreprises ne sont pas adressées parce que les travailleurs n'ont pas la possibilité de s'adresser et de porter plainte auprès du FDFP pour nécessiter la formation. Pas une fois que l'employeur ne cotise pas, c'est terminé, tu n'as plus droit à la formation. Ok, M. Soro Mamadou. Mais je voudrais dire qu'il y a plusieurs projets structurants. Hein. Ne restons pas sur... Non, mais justement, c'est là qu'on veut, veut en venir. Vous êtes l'un des chantres de la réforme du statut général des fonctionnaires et vous en parlez de façon constante. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, devant la nation, vous pouvez nous expliquer réellement de ce qu'il en ressort? De ce statut général des fonctionnaires dont vous parlez, la réforme du statut général des fonctionnaires. En quoi consiste-t-il? Dont vous parlez généralement. Bon, vous savez, on va partir un peu dans l'histoire. Aujourd'hui, si nous fêtons la fête du travail, c'est parce que nos aînés, nos devanciers, de 1829 à 1880, ont mené une lutte et ont pu faire passer le droit de l'heure de travailler par jour, qui était de 12 heures à l'époque, on peut la faire évoluer à 8 heures. Là, non, mais chez nous, c'était la colonisation. Ça, vous parlez de la France. Mais bon, ce sont nos ancêtres, les Gaulois. Continuez. Monsieur, je vous en prie. Continuez, monsieur Mohamed. Je suis en train de dire que nos devanciers ont amélioré le droit du travail pour nous. D'accord. Il nous appartient d'améliorer pour ceux qui vont venir après nous. Okay. Et donc, la réforme du statut général répond à ce besoin naturel et légitime de tout être humain. En quoi il consiste en fait? Ma question c'est, est-ce qu'on améliore pour améliorer? Est-ce qu'il y a vraiment des nécessités d'amélioration? Oui, lesquelles? C'est pourquoi je voulais en venir. Je voulais que vous compreniez le principe d'abord. Voilà. Et enfin, qu'est-ce qu'on améliore dans le nouveau statut? Mais il est clair. L'ancien statut, dans la question de maladie, il n'y avait pas la liste exhaustive des maladies pour lesquelles tu devais être traduit au Conseil de santé. Aujourd'hui, on a fait un travail pour que effectivement ces listes soient bien connues. Deuxièmement, le process au niveau du Conseil de santé était flou, puisque au bout d'une année, tu étais carrément mis à, j'en avais dit, radier des effectifs. On a amélioré ce contenu, effectivement, pour qu'il y ait un accompagnement plus substantiel en matière sociale. Nous avons aussi, dans le cadre du régime complémentaire, par capitalisation, puisqu'il doit être annexé à une loi, nous avons donc intégré ce dispositif pour que notre pension, à la fin de notre vie professionnelle, puisse effectivement être bonifiée. Puisque là, avec l'ancien système, on va se retrouver entre 51 et 61% de notre ancien revenu. Avec la complémentaire par capitalisation, on pourrait aller à 80 voire 85%. Donc naturellement, au moment où on a besoin de ça, ça s'améliore. Donc c'est tout un arsenal de protection que nous avons apporté. Mais en même temps aussi, il y a le besoin d'être plus efficace. Il y a aussi des dispositifs pour encourager l'excellence au travail. Donc ça aussi, nous les avons intégrés pour que notre administration aujourd'hui, qui est à la disposition de tous, du secteur privé comme public, soit performante. Alors que vous a répondu le gouvernement sur ces revendications? Il est déjà fait, on a fini le travail. En tout cas, il a été inclusif, que ce soit les centrales, que ce soit le gouvernement, que ce soit des experts. On a tous travaillé. Il est fin prêt. Bon, je ne dis pas il est fin prêt, mais il est déjà parti au conseil, au secrétariat général du gouvernement. Il y a une première lecture. Et il y a eu des corrections qui ont été demandées. La ministre de la fonction publique s'en charge, puisque depuis le 4 février 2022, elle a engagé un dispositif de dialogue avec nous. On a déjà même listé 16 points de revendications qui feront l'objet du dialogue social dans les prochains jours. Et c'est pourquoi il faut la saluer. Et donc, ces corrections seront faites et vont repartir pour la deuxième lecture. Ensuite, nous allons nous retrouver à la Vous avez demandé le 1er mai que le Covid soit reconnu comme maladie professionnelle. Je trouve ça un peu étrange. Oui, c'est l'autre. Alors, expliquez. Oui, moi, je suis membre de la Confédération syndicale internationale et mondiale. Notre fédération internationale le demande. Comme maladie professionnelle, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'elle sera reconnue comme les maladies protégées qui feront l'objet d'un processus à l'intérieur, qui pourrait être
pris en charge par la CNPS et par différents mécanismes de protection. Tant qu'elle n'est pas déclarée comme telle, alors le jour où tu en as, tu ne peux pas bénéficier de la protection sociale prévue par la Caisse nationale de prévoyance sociale. Très bien. Monsieur Soro Mamadou, clair. on vous entend bien, on vous entend bien, en tout cas cette émission. On va marquer une courte pause, on va vous retrouver pour la deuxième partie de l'entretien. On parlera de trêve sociale. Je suis à votre disposition entièrement. Les Magnifique. sujets me sont familiers. Merci, monsieur Soro. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, monsieur Soro Mamadou. Il est secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Monsieur Soro, je crois qu'il y a un point sur lequel vous souhaitiez revenir, en tout cas rajouter des points, énumérer un certain nombre de c'était points. pour dire, au regard de la méthode de contamination de la Covid, c'est en général sur le lieu de travail. D'accord. Donc c'est pourquoi une étude a été faite par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et c'est elle qui a recommandé. Et les trois entités, que sont les gouvernements, les employeurs et les travailleurs, sont tous membres de cette organisation. En fait, toutes les parties devaient défendre cette posture. Mais, Ok, monsieur Soro Vous suivez Mamadou, mon on regard? va- bien sûr. Monsieur Soro Mamadou, on se rappelle en 2017 de la signature d'une trêve sociale avec le gouvernement et qui succédait à un moment quand même, je dirais, de tension sociale. Et depuis lors, tout s'est apaisé. Et cette trêve sociale prend fin au mois d'août. Est-ce que vous pouvez le revenir 22 sur le août. protocole d'accord qui a fait que durant tout ce temps-là, on est resté vraiment assez calme? Est-ce que le gouvernement a tenu ses engagements? C'était lesquels? Et puis, pourquoi jusque-là, c'est resté? Il y a eu deux protocoles signés. Le protocole portant sur les revendications, qui a été le premier protocole, et c'est à la suite de la signature de ce premier protocole portant sur les revendications que nous sommes allés au protocole portant trêve sociale. C'est ça. Donc, cette trêve a concerné effectivement tout le dispositif du secteur public. Donc, il y avait cinq grands points, dont le point qui est vraiment à allumer tout le monde, c'était l'exécution du paiement des stocks des arriérés issus du protocole que moi-même j'avais obtenu le 2 décembre 2009. Et donc, où on avait accepté à l'époque qu'on nous paye la moitié des reclassements et des avancements indiciaires. Donc, il était question maintenant qu'effectivement, ce reliquat qu'on avait concédé à l'époque, qu'on puisse aller à son paiement. Et c'est ce que le gouvernement a accepté de faire en échelonnant, effectivement, d'abord 5 ans, et puis après, bon, c'est 6 ans. Ce stock était évalué à 249 milliards. Oui, c'est exact, mais c'est depuis 2009 jusqu'à 2017. Donc, Je précisais juste. Alors, vous savez, on dit le travail, quand tu as travaillé, la contrepartie, c'est le salaire. Donc, même s'il est resté quelques années, après, il faut qu'on paye. Ça crée l'émulation. Alors, vous comprenez? Donc, on retient que le gouvernement a tenu ses engagements. C'est ce qui a fait que tout ce que là, on est resté calme. En fait, Oui, le plan sur tous social. les chapitres, ça a été tenu. Donc, maintenant, avec la ministre Anouloto, depuis février, elle a engagé les discussions préliminaires et nous sommes arrivés à l'adressage de 16 points de revendication qui pourraient être effectivement sur la table Au mois d'août. dès l'instant où Quels sont les points son prioritaires? Excellence, le Premier ministre, va ouvrir le dialogue. Quels sont les points prioritaires? Non, on ne dira pas qu'il y a une qui est prioritaire sur l'autre, mais pourvu que le dialogue social s'ouvre et on verra ce que le C'est gouvernement les va 16 points accepter. déjà verrouillés, en fait. Pas verrouillé. Non, je veux dire, il n'y aura pas public, ou bien ça reste Pour le confidentiel moment, voilà. il est public, puisque le premier point est connu. Le premier point, c'est, on a demandé, tout ça aussi, ça relève de 2002, hein, où effectivement, à 2002? Oui, Ok. à l'élaboration du profil des carrières, j'étais le président de la commission, et on avait fait le document en deux parties. Il y avait le profil et il y avait les salaires accessoires des salaires. là, vous parlez de la fonction publique, là. Oui, il parle de la fonction publique. Mais c'est la ça qu'il trêve parle. Ça concernait les effectivement les la fonctionnaires du public, c'est fonction ça. publique. Et donc, l'un des points qu'à l'époque, on avait lissé, on avait dit, comme depuis 1972, l'indice référentiel de base, qui est de 1 point d'indice, correspondait à 233,45 francs, il fallait qu'on procède à sa revalorisation parce que tenant compte des inflations, etc. Donc, il faut qu'on s'asseye, on discute. Puisqu'on dit que c'est dans la recherche de la solution de l'impossible qu'on va trouver la solution du possible. Pour vous qu'on s'asseye. Le deuxième point aussi, c'est de parler quand même de l'indemnité de logement, contributive au logement, qui est un appui qu'on accorde à certains emplois
ne faut-il pas l'harmoniser puisque nous tous, nous logeons dans les mêmes villes et nous vivons les mêmes inflations, etc. Donc, ouvrons le débat sur la question de l'indemnité de logement. Ouvrons aussi la question sur les questions de l'indemnité de transport. Parce que aussi, au secteur privé, on accorde 30 000. Alors, au public, c'est 7 000. Donc, il faut que le plus grand des employeurs voit s'il ne peut pas arrimer sur les plus petits employeurs. L'État est le plus gros employeur de ce pays. Donc, voilà un peu un certain nombre de questions qui sont dans la balance, mais qui méritent qu'on aille s'asseoir, qu'on discute, qu'on épluche. Dans le dialogue, tout est possible. On sera au menu du prochain dialogue. Est-il possible d'arriver à une avancée en ce qui concerne, par exemple, les salaires minimaux, à la fois le SMIC et le SMAC dans le secteur privé, c'est ce que nous avons réclamé. Nous avons réclamé, que nous puissions effectivement, les négociations ont commencé, mais vraiment ça stagne, ça traîne. Il faut qu'on puisse faire avancer les discussions sur les salaires minimums agricoles garantis qui sont aujourd'hui de 22 500 francs dans le pays. Alors que le travail est très pénible dans ce secteur. Et donc nous avons souhaité qu'on puisse le mettre au même niveau que le SMIC, à 60 000 francs. Dès l'instant où il y a revalorisation, vous verrez que les minima catégoriels dans ce secteur vont être mis à discussion. Tout comme quand on a relevé le salaire minimum interprofessionnel garanti en 2016, nous avons engagé les discussions et en 2017, nous avons procédé à la révision qui était entre 6% et 11%. Et donc, depuis 2019, fin 2019, on devait engager les discussions pour les revoir, puisque c'est prévu chaque 3 ans. Et ce dialogue, c'est avec l'État, le patronat également pour le secteur privé? Pour le secteur privé, on commence avec le patronat. Quand il y a un début de consensus, on avance vers la CCT, la Commission consultative du travail. Et puis bon, après, quand c'est finalisé, on va à l'adoption. Rien, allez-y. Allez, terminez. Allez-y, terminez. Voilà, au niveau donc, du secteur privé, il y a aussi qu'on puisse effectivement faire en sorte que vraiment il y ait l'application effective. C'est-à-dire que les dispositifs de contrôle, les dispositifs pour, je ne vais pas dire faire des pressions, mais sensibiliser et amener les patrons d'entreprise à appliquer effectivement le SMIC est pris depuis, mais nous notons que ce sont les entreprises qui sont affiliées à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et à la FIPME qui appliquent. Or, sur 39 000 entreprises, il n'y a que dans ces deux affiliations autour de 5-6 000 qui sont affiliées. Que faut-il faire? Donc vous voyez qu'il y a... Donc, il y a un peu plus de 33 000 qui sont encore en déperdition. Donc vous voyez que l'État et les syndicats et même les confédérations qui existent d'entreprises, on doit se mettre ensemble pour aller à la campagne de sensibilisation de tout ce monde pour qu'ils acceptent de vraiment appliquer, d'alléger les souffrances. Ça veut dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des entreprises, il y a des personnes qui sont payées à moins de 22 000. Oui, c'est ce qu'on vous dit, hein, le SMAC. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Maintenant, allez-y à la zone, je vous en prie, vous êtes des journalistes d'investigation, vous irez, vous allez constater. Bon, moi, j'aimerais revenir sur un point que vous avez soulevé. Vous savez qu'il y a un nouveau phénomène qui est né pour éviter encore les contrats de travail. Il y a ces questions des nouvelles sociétés qui sont nées pour faire des placements de travailleurs. Du coup, quand il vient travailler pour vous, tu n'as aucun lien avec lui, mais lui, il n'a pas une entreprise là-bas qui le met en situation de travail. Donc, tout ça, c'est pourquoi on parle de revisiter à chaque fois la législation du travail pour que quand les situations nouvelles naissent, il y a des solutions à les adresser. Voilà, il faut les adresser. Alors, j'essaie depuis 5 minutes de revenir sur un point que vous avez abordé à l'entame de cette discussion, c'est celle de la maison du travailleur. Oui. En quoi est-ce que ça consiste exactement et pourquoi est-ce que ça fait l'objet d'une revendication? Qu'est-ce qui vous empêche de mettre en place ce projet? Oui, je commencerai par qu'est-ce qui nous empêche. Vous savez que quand vous voulez donner un statut institutionnel à un dispositif, il faut forcément l'accompagnement administratif de l'État. Mais ici encore, de même que l'État accompagnait les employeurs, le patronat de Côte d'Ivoire, qui voulait créer la maison de l'entreprise, l'État a dégagé des fonds. Je ne vais pas dire sur ce plateau les montants, mais nous sommes des sachants. Pourquoi vous ne dites pas les montants? Non. Non, mais dites-le. Je m'en vais pour une négociation. C'est l'argent public, mais de toutes les façons, on le sait, mais on ne le dira pas puisque vous ne voulez pas le dire. Non. Je m'en vais pour une négociation. Et quand la négociation est déjà dans la rue, après, elle devient difficile. C'est clair. Donc, nous pensons que les travailleurs qui sont la grosse masse, qui méritent d'avoir la formation,
qui méritent d'avoir l'encadrement et surtout d'avoir des travailleurs qui vont sensibiliser leurs pairs travailleurs. La formation des pairs par les pairs aujourd'hui est un référentiel de bonne gouvernance. Mais pourquoi est-ce que vous n'entamez pas le projet et ensuite vous demandez... Ah, il a entamé, si j'en parle. Si j'en parle, ça veut dire que c'est déjà... Ils ont hésité le gouvernement les C'est la moyens. négociation qui est entamée. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas naître le projet et ensuite vous Mais demandez... le projet, il naît d'abord par une idée. Non, ils ont les idées. Par l'élaboration Ils du attendent les moyens projet. du gouvernement. Mais l'idée... Donc, vous voulez les moyens du gouvernement. Voilà, ils ont les idées, Non. le gouvernement les moyens. Voilà. Non, oui, on peut dire ça, mais... D'accord, donc on valide cette idée alors. On dit ce qui est fait sans moi peut être interprété contre moi. D'accord. Est-ce Mais que quel vous comprenez? est le contenu Donc, Quel est on le veut contenu de cette rassurer idée toutes les parties, que ce soit le patronat, que ce soit le gouvernement, tout soit là dans l'élaboration. Mais quel est le contenu ce projet de ce projet, de cette idée en fait? En quoi devrait-il consister exactement? Bon, j'ai d'abord dit qu'on a un problème de statistiques. Si vous voulez, après notre émission, vous rentrerez, essayez d'avoir les statistiques sur le profil du travailleur en Côte d'Ivoire, sur les données sur les travailleurs en Côte d'Ivoire. Je m'en vais vous C'est dire... difficile à trouver, je peux vous dire. Si vous posez même la question à certains détachements de l'État sur le nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire, ils auront du mal à vous répondre. Bien sûr. Et vous voyez, seuls les travailleurs peuvent dire oui, je travaille dans une telle entreprise. Et on peut la recenser. Effectivement. Parce qu'il y a des entreprises qui se camouflent de la loi. Seuls les travailleurs venant dans une maison où se trouve leur père pourront venir vous donner les informations avec clarté et aisance. C'est pourquoi c'est un projet structurant du dialogue social. C'est un projet que l'État doit adopter et dire oui, les centrales, vous avez fait une grande proposition, venez constater. On peut Et surtout travailler qu'il doit financer. Et surtout qu'il doit financer. Absolument. Alors, On termine. rapidement, est-ce que vous estimez qu'en Côte d'Ivoire, le travailleur est suffisamment ou insuffisamment protégé? Est-ce qu'il n'y a pas d'abus contre le travailleur? Si c'est les abus, il y en a de toutes sortes. Chaque Mais fois. est-ce que vous pensez Mais que la loi, ce que je la veux loi dire, le protège? en tout cas, l'État, sur la question du cadre juridique, l'État aujourd'hui est, en tout cas, Fait des un efforts. référentiel. C'est ça, fait- C'est un référentiel, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Les conventions ou les recommandations qu'on n'a pas encore ratifiées se comptent du bout des doigts. Le cadre juridique est là. C'est dans l'application. La pratique. C'est pourquoi j'ai parlé de dispositifs d'accompagnement, de sensibilisation de certains acteurs. Même nous-mêmes, les travailleurs, du fait de la méconnaissance d'un certain nombre de lois, on est souvent victimes. Et c'est pourquoi la Maison du Travail vient répondre à ces préoccupations pour que dans chaque partie de la Côte d'Ivoire, les gens aient l'information réelle, normale et à temps. On termine l'émission, M. Soro, avec cette question. La trêve sociale prend fin au mois d'août. Oui. La prochaine étape, c'est quoi? C'est d'ouvrir le dialogue social avant cette date. C'est clair, voilà notre Donc proposition. c'est un appel au gouvernement. Oui, c'est eux qui ont Ça veut dire l'initiative. que la fin de la trêve doit enclencher 1er mai. la signature d'une autre trêve, en fait. C'est ce Oui. que, bon, si le, possible. le 1er mai, j'ai dit que nous sommes venus à cet important moment de dialogue social pour leur donner et les rassurer de notre disposition à aller à la table de négociation pour ouvrir le Ils dialogue. ont semblé réceptifs. Le Premier ministre a pris des engagements, en tout cas. Voilà. Élisée, vous allez vous mettre là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a l'impression qu'Élysée est venue avec l'invité. Non, je suis l'actualité, en fait. Voilà. C'est tout. Bon, je suis En tout cas, l'actualité. vous avez des eu travailleurs. un soutien. Merci, Ouais. M. Soro Mamadou. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Vous avez... C'est à vous le merci de nous donner l'opportunité, de par notre faiblesse organisationnelle, de communiquer, de toucher un certain nombre de populations. Et nous sommes conscients de notre faiblesse organisationnelle. C'est pourquoi Humanisme, en septembre 2020, a élaboré avec des chercheurs du CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, avec des spécialistes de planification, notre document stratégique de développement stratégique de la centrale syndicale Humanisme pour les 10 ans à venir, 2020-2030. Très bien. Et donc à l'intérieur, c'est sur 4 axes. Et tous ces 4 axes, vous allez voir que la maison de l'entreprise répond à ce besoin. Il ne faut pas rester Très bien. égocentré sur soi-même. Et c'est bien. pourquoi c'est un instrument qui sera à la disposition de l'ensemble des travailleurs, mais surtout de la Côte d'Ivoire. On va dire sauvé par le gong, parce qu'Alain, tout ça, une question qu'on va d'Ivoire, garder. 2030. à la Je voulais demander s'il est à gauche ou à droite. Votre syndicat, de gauche ou de droite? C'est un syndicat réformiste
Mais il vous répondez aux questions de l'invité. Non, sûrement il a lu sur notre page web. Donc, On aurait pu le voir, vous Allez-y, inviter. allez-y. Oui. je suis humaniste. Très bien. Donc, un humaniste, c'est celui-là qui met l'homme au cœur et au centre de toute activité. Donc, Toutes c'est les Merci, actions, monsieur Soro Mamadou. c'est ce c'est pour l'amélioration de la condition de vie. À tous les quatre. Bien Merci à nos travaillé. équipes techniques et éditoriales. Merci Chauffeur à la maison de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain sur ce plateau pour un moment de décryptage. On aura certainement l'occasion de parler de ce moment, de ce grand Je suis moment. à votre disposition toutefois que vous en aurez besoin. Merci. On C'est sera ici là. qu'on effectue notre pied-à-terre pour notre rendez-vous. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Qu'il veille sur les travailleurs de Côte d'Ivoire. Et à demain. Et sur le patronat aussi. Aussi. Il faut les payer.